La seule personne qui m'écoutait tout au début, c'est un SDF. Il me disait tu vas aller loin et il me faisait rêver en fait. Personne croit en moi, j'ai envie de prouver. Il est l'un des plus grands rappeurs de sa génération. Il a fait ses débuts au sein de la section d'assaut. J'ai le plaisir d'accueillir Black M sur le podcast. J'ai jamais voulu faire de carrière solo. Pour de vrai. Ça t'est pas tombé dessus? Si ça m'est un peu tombé dessus. De base, je suis à 100% un rappeur. Certaines mélodies me réveillent en pleine nuit. Je lui ramène le contrat sous les yeux, je lui dis papa, on a signé, ils s'en foutent complètement. On te considère si t'es quelqu'un, si t'es personne, on s'en fout. Dans tout le monde qu'on voit, y a personne qui nous écoute réellement. Comment se faire une place dans le monde du rap? Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé pour l'industrie de la musique? Peut-on réussir à être heureux si on est sans cesse insatisfait? Et c'était nous contre le monde. Parce qu'en fait, on avait le même but. Le but, c'était de tout exploser dans la musique. Et pas à moitié, on avait vraiment des gros rêves. Monter sur scène solo, j'étais comme ça. Interview solo, j'étais comme ça. Faire mieux que sur ma route, c'est dur. Tu t'es dit, il faut que je fasse mieux? Bah ouais, c'est le but. Le but, c'est de tuer son meilleur hit. Faire de la musique en pensant TikTok, c'est un piège. En fait, c'est le public qui décide. Si c'est pour réussir et finir seul, ça m'intéresse pas. Si vous ne connaissez pas encore InPower, bienvenue. Chaque semaine, je reçois des personnes inspirées et inspirantes qui ont pris le pouvoir de leur vie. Si ça vous plaît et que vous souhaitez en écouter d'autres, sachez que c'est 100% gratuit. Vous avez juste à vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour écouter cet épisode. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Black M. Bonjour Black M. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Je crois que t'es le premier rappeur qui vient sur le podcast. Merci. Je fais pas beaucoup de podcasts et je crois même que les rappeurs ils font pas beaucoup de podcasts. Pourquoi, tu penses? Parce qu'on nous appelle pas forcément. Tu penses que c'est pour ça? Regarde, toi, tu m'as appelé, là je suis venu. Ouais, tu vois, c'est vrai. Tu me dis c'est intéressant d'avoir une discussion avec quelqu'un qui s'intéresse à ta musique et échanger et tout. Non, c'est cool. Non, c'est sûr, mais je me dis peut-être il y a plus de pudeur ou je sais pas si ils sont autant vulnérables. Après, c'est peut-être le cliché qu'on a autour des rappeurs, tu vois. Peut-être. Mais le côté, ils ont un peu une armure. Ils sont pas vraiment dans la vulnérabilité. Ça aurait été dans les débuts de section d'assaut. Je t'aurais dit non. Pour ça? Parce que tu voulais préserver ton image? Ouais, parce que je voulais garder un truc de je suis. Tu vois, j'ai cette image, c'est le reflet de ce que les gens voient de moi. Ouais. Et donc je me dis, non, pas à cette période-là. Et quand est-ce que ça a changé? Une fois que j'ai peut-être eu mon fils. D'accord. Ouais, à partir du moment où j'ai eu mon fils, j'assume à 100% ce que je suis. Un père de famille. Et il est né il y a longtemps, il est né en 2012. Okay. Donc ça fait un moment que j'assume à 100%. Ouais, mais après on peut le voir dans l'autre sens aussi, c'est que t'as mis du temps. Ouais, enfin, je sais pas quel âge t'avais. Quel âge quand t'es devenu père? Je devais avoir 28 peut-être, 28, 29. Donc t'as mis plus ou moins 28-29 ans à t'accepter. On peut parler d'acceptation? Peut-être c'est une acceptation de ce qu'on est réellement. Et de ce que tu veux lui transmettre? Est-ce que tu t'es dit il faut que je sois une sorte de modèle? Moi, j'ai envie qu'ils puissent se reconnaître au travers d'adultes qui osent parler de leurs forces, de leurs faiblesses, qui sont pas juste dans une performance. Je sais pas si je suis un modèle. Enfin, forcément, je suis un modèle pour lui. Mais à la période où il est né, je sais pas si je me voyais en modèle. Je voulais juste, en tout cas, que il ait une bonne image de moi et que il ait totale confiance en moi et que voilà, il sache qui est son père réel, pas le fake, pas l'acteur de tout ce truc autour, la musique, le rap, tout ça. Et pourquoi tu penses que qui t'étais à ce moment-là était fake? Je vais pas dire fake. En fait, j'ai employé le mauvais mot. C'est pas fake, mais c'est ne pas montrer d'émotion. Zéro émotion. Et moi, de base, je suis comme ça. Je montre zéro émotion. Il n'y a rien qui sort. Mais je me suis marié avec une femme, c'est tout le contraire. Elle montre ses émotions à la mort. Et du coup, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et à force, je deviens un peu elle et elle devient un peu moi. Donc aujourd'hui, on peut voir les émotions de Black M. Ouais. On la remercie du coup. À fond. Non mais oui, vous complétez quoi finalement. On se complète, total. Quel rapport t'avais toi avec tes parents quand t'étais enfant?
J'avais un rapport très proche de mes parents, mais après, c'est une éducation différente de la France. Parce que c'est des parents nés au pays. Je suis d'origine guinéenne. C'est une autre culture, c'est vraiment une autre éducation, c'est autre chose. Mais toujours tout dans le respect, bien entendu. Ça reste des parents, hein, donc on est proche de nos parents. Mais c'est plus strict. Qu'est-ce que tu gardes de cette éducation que tu transmets à tes enfants? Et qu'est-ce que tu t'es dit, non, ça, à mon avis, je vais le faire un peu différemment? Justement, le côté dureté. Le côté... mon père, par exemple, il voulait absolument, ce que je comprends tout à fait, hein, mais que j'aille le plus loin possible dans mes études. Moi, mon fils, je vais jamais lui dire va le plus loin possible dans tes études, parce que si à partir d'un certain âge, je sais pas, 15, 16, et ben je constate qu'il a une passion, je vais le suivre dans sa passion. Je vais pas. C'est ce que mon père, il a fait tout le contraire, lui. Ah ouais? Il m'a pas suivi dans la musique du tout, du tout. Il m'a suivi tard. Quand t'étais déjà connu? Ouais, il m'a suivi en 2016, pour te dire. Ok. Alors qu'on avait commencé. Voilà. Mais du coup, ça a été quoi? Ça a été une source de tension un peu entre vous? La musique, ouais, ça a été une sorte de tension, mais en même temps, pour moi, ça a été un challenge, un gros challenge de pouvoir lui prouver que je vais m'en sortir à travers la musique. Et il a mis beaucoup de temps à y croire. On l'a même forcé à venir dans certaines salles parisiennes où il était finalement pas convaincu. Et je me rappelle ma première signature chez Sony Music avec la section d'assaut. Je lui ramène le contrat sous les yeux. Je lui dis papa, on a signé. Il s'en fout complètement. Non, il a commencé vraiment à faire attention à ce que je fais. Quand on est parti faire un concert dans mon pays d'origine en 2016, il s'est rendu compte de l'engouement qu'il y avait autour et là, il a fait attention un peu plus. Ah, c'est marrant, comme quoi parfois il faut faire ses preuves, même auprès de sa famille, quoi. Mais il m'a grave motivé parce que c'était un challenge pour moi. Genre, Ouais. un fils, il veut grave impressionner son père en général. Plus il grandit, plus tu veux prouver à tes parents que t'es capable. Donc moi, il m'a grave motivé dans ce truc-là. Parce que je voulais grave lui prouver. Mais du coup, est-ce que t'as pas peur, toi, en laissant ton fils faire ce qu'il veut, de peut-être pas générer la même fin de y arriver? Après, on a un truc... il me ressemble, en fait. Et comme il me ressemble, il veut prouver. Il veut énormément prouver. Mais la différence que j'ai avec mon père, c'est que je lui mets aucune pression. Et que limite, je lui dis, t'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Fais ton chemin. Je suis là derrière, je surveille. Et c'est lui qui a envie que toi, tu sois fier de lui, quoi. Sans que, ouais, exactement. Exactement. On est un peu différents à ce niveau-là. Il a appris un peu du côté de sa mère, c'est qu'il a besoin des mots, de s'exprimer par les mots. Chose que moi, j'ai pas forcément dans ma famille. Nous, c'est un regard. On est très... on se sait direct. Et du côté de ma femme, il n'y a pas forcément ce truc-là. Il faut parler, poser des mots. Chose qui est compliquée pour quelqu'un qui parle pas beaucoup. Oui, mais toi, d'un côté, j'ai envie de dire, t'avais envie de les poser, mais par la musique. Ouais, plus exactement. Que par exemple, ma femme, elle dit qu'elle apprend à me connaître à travers mes sons. Ah ouais. Parce qu'à la maison, moi, j'ai l'habitude de... Il y a un truc qui va pas, c'est un regard. Il y a un truc qui va bien, c'est un regard. Et elle, non, c'est des mots. Et mon fils, du coup, c'est pareil. Ouais. Et j'ai une petite fille qui a 3 ans. Elle, du coup, c'est 100% moi. Elle n'a pas besoin de parler. Attends un peu, peut-être. Ouais, peut-être. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est juste des regards. Des regards très expressifs. Comment est-ce que toi, tu te positionnais par rapport à ça? Parce que tu as su, j'ai l'impression, assez vite que tu voulais te consacrer à la musique. Ouais, très tôt. Moi, très tôt, là, tu me dis ça, là, je me revois en train d'écrire Victor Duruy dans les salles de cours. T'es déjà rentré dans Victor Duruy? Ouais. Même quand t'arrives, bon, c'est immense, hein, mais je me rappelle des salles où tu vois à travers. Et j'écrivais tout le temps en cours. J'étais pas très concentré au collège et même au lycée. En vrai, très tôt, je savais que je voulais faire ça. Donc, mon côté collège et lycée, j'ai pas été c'est comme
C'est comme ce que je raconte dans le morceau Madame Pavoshko. Ok. Sauf que j'ai eu mon BEP comptabilité. Parce que dans le morceau, je dis que j'ai eu aucun diplôme. Pourquoi tu dis ça? Pour jouer le côté street cred rappeur? Non, même pas. Je crois pas qu'il y ait un côté street cred à dire que j'ai rien eu, tu vois. C'est pas une fierté, entre guillemets. Pas une fierté. Mais c'était plus pour le côté où beaucoup de profs, c'est vraiment une revanche ce morceau, où beaucoup de profs me prenaient pour un cancre. Et beaucoup de conseillères d'orientation aussi que j'ai pu avoir. Donc, c'était marrant à la fin de dire j'ai rien eu, mais regardez, j'ai réussi dans la musique. C'est fou ça, c'est vrai de dire en fait tu t'es écouté là où... Comment t'as fait pour garder, j'ai envie de dire, la foi, alors que j'ai l'impression que ce soit tes parents ou que ce soit tes profs, personne n'y croyait? Bah c'est justement là la magie du truc, c'est que personne croit en moi. Bah j'ai envie de prouver. En fait, je suis grave quelqu'un qui est dans la compétition, le challenge. Donc, si on me dit je vais pas y arriver, je vais le faire en fait. Je vais te montrer le contraire. T'avais des modèles à cette époque? J'avais des modèles dans la musique, mais plus au niveau musical que genre devenir. En fait, j'étais fan de Michael Jackson, mais j'ai jamais voulu être Michael Jackson. Oui. Oui, de toute façon, je pense qu'avoir un modèle, c'est pas forcément vouloir être, c'est plus genre une inspiration. Quoi. Ou ressembler, ouais. Non, j'avais beaucoup d'inspiration dans la musique. Il y a beaucoup d'artistes qui m'impressionnaient. Je prends les Fugees, par exemple. Ils m'ont toujours musicalement beaucoup marqué. Eminem, en image, m'a beaucoup frappé la tête. Et il y en a plein d'Américains, en réalité. Comment ça se passe, tes premiers pas dans le rap? Ça ressemble à quoi? C'est à quel âge? Comment ça se passe? Je crois que c'est vers 14-15, ou allez, 13. Et à l'époque, on avait des chez Nifi. Comment t'appelles les trucs où tu mets les cassettes? Les Walkman? Ouais, les Walkman, ouais. Exactement. Et il y avait le bouton enregistrer, il y avait le bouton lecture, il y avait Et moi, en fait, je prenais des cassettes vierges. Je branchais un micro et j'enregistrais tout et n'importe quoi. En fait, je me mettais à la place d'un animateur radio, je me mettais à la place d'un chanteur. En fait, je m'amusais à travers des enregistrements qui n'avaient ni queue ni tête. Petit à petit, ça m'a dirigé vers l'envie d'écrire, l'envie de raconter mes propres trucs. Et de là est née ma passion pour le rap. Comment est-ce que tu sens que ça peut aller au-delà d'une passion et d'un loisir? Genre que ça peut vraiment devenir quelque chose de sérieux? Ouais. Je le sens, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais je le sens quand je sens que j'arrive à capter l'attention de certaines personnes. Genre vraiment, à l'époque, je rappais dans mon quartier, dans le 7e arrondissement, où il y avait pas mal de jeunesse quand même, et les seules personnes qui m'écoutaient, la seule personne qui m'écoutait tout au début, c'est un SDF. Et il était complètement défoncé sous tout, quasiment. Mais il m'écoutait, il me disait tu vas aller loin. Et il me faisait rêver en fait. À travers ses paroles, je voyais un avenir lointain dans la musique. Il me disait vraiment ne lâche rien, c'est trop beau ce que tu dis, machin. Et je sais pas s'il me vendait du rêve ou pas, mais... C'est intéressant parce que comme quoi, même si tu t'es construit sur la volonté de prouver aux autres que tu pouvais y arriver, c'est quand même le fait que des gens croient en toi qui t'a donné, je sais pas, peut-être l'étincelle dont tu avais besoin pour passer à la vitesse supérieure, quoi. Exactement. En tout cas, ce personnage-là, j'en parle souvent, il m'a fortement aidé à pousser le truc encore plus. Parce qu'en fait, quand je vois... bon, aujourd'hui, c'est différent, j'en ai plein des fans, des supporters. Mais encore aujourd'hui, quand je les vois avec des étoiles dans les yeux, bah, ils me motivent. Ouais. Aujourd'hui, quand je vois des enfants de 6-7 ans me courir dans les bras en pleurant parce qu'ils ont entendu Sur ma route, qui date d'il y a 10 ans. Ça fait déjà 10 ans? L'année prochaine, ça fera 10 ans. Ah putain, ça me rajeunit pas. Pareil, bah ouais, non mais c'est beau du coup de voir que t'es toujours là, que t'as toujours la même faim et que t'as toujours, tu vois, la même envie. C'est ton premier gros hit sur ma route? C'est mon premier gros hit. Comment tu le vis? Est-ce que c'est un hit tout de suite? Non, c'est un hit que j'accepte pas au début.
Et même, je ne le veux même pas dans l'album de base. Non. Si, pour de vrai. Pourquoi? Parce que justement là je suis dans un truc de street crédibilité où si t'écoutes le premier album, mon premier album, il y a beaucoup de rap qui à cette période-là me ressemble beaucoup plus. Et quand j'enregistre sur ma route, le compositeur joue la guitare, l'air que tout le monde connaît. Et moi, pour moi, je m'amuse. Il est 2-3 heures du matin, je m'amuse dans le studio, je me dis vas-y, je vais tester des mélodies. Il y a la phrase sur ma route qui sort, je la pose. Mais je me dis, ça va aller nulle part, ça reste que dans le studio, faut que personne n'entende ça. Il se trouve qu'il y a quelques membres de la section d'assaut dans le studio, et c'est eux qui insistent. Ils me disent, mais il faut que tu mettes ce morceau, c'est ton plus gros son. C'est ton plus gros morceau que t'as fait de toute ta carrière. C'est incroyable. J'y crois pas, je dis non, je le mets pas, et ils insistent. J'abrège un peu, parce que c'était une grosse discussion. Et donc, du coup, finalement, j'accepte de le mettre tout à la fin de mon album, pour dire au revoir au public. Et quand on lance l'album, c'est ce morceau qui prend. C'est hyper bizarre. Comment tu vis ce succès incroyable, phénoménal? En 2014, on se rend pas compte en fait, parce qu'il se passe trop de trucs en même temps. Tout le monde t'appelle en même temps, tout le monde te veut. Et je suis dans un jus où je ne capte pas forcément ce qui se passe. Vraiment, vraiment toute la planète est à tes pieds, t'appelle, te sollicite. Et ça passe hyper vite. En fait, on se rend compte qu'on a sorti un hit quand ça redescend un peu. Mais quand t'es là-haut, tu peux pas voir tout ça. C'est impossible. Et du coup, est-ce que c'est souhaitable? Parce que je me dis, si quand t'es au sommet, tu n'en as même pas conscience, mais qu'après, le contre-coup, par contre, lui, se fait ressentir, je sais pas, j'ai un peu le parallèle de la drogue, où au final, oui, t'es high un certain temps. Sans le savoir. Mais voilà, sans le savoir, la redescente, par contre, elle, tu la sens passer, quoi. Tu la ressens, mais après, en fait, ça dépend des artistes. Moi, ma redescente, entre guillemets, on va dire, elle est pas si terrible que ça. Ouais. La preuve en est, il y a 2 minutes avant, je te disais qu'il y a des petits qui étaient même pas nés en 2014 qui aujourd'hui chantent sur ma route. Donc en réalité, la redescente, en fait, quand je dis redescente, c'est juste faire mieux que sur ma route. C'est dur. T'as eu cette réflexion? Tu t'es dit, il faut que je fasse mieux? Ouais, c'est le but. Le but, c'est de tuer son meilleur hit pour aller encore plus haut. Et ça, c'est pas tous les artistes qui arrivent. La preuve, moi, ça fait 10 ans, j'ai pas fait mieux que sur ma route en termes de hit. Après, c'est un hit vraiment, il est tout le monde le connaît. Ouais. C'est même pas qu'en France, c'est je me rappelle de mes vacances au fin fond de Las Vegas, je crois que c'était sur la route 66. Ah oui, donc iconique. On s'arrête pour manger un bout et il y a une famille, je crois que c'était des Texans carrément. Et ils font que de me regarder, mais c'est des Français Texans, tu vois. Ils font que de me guetter et je me dis, on est au Texas, c'est peut-être des racistes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est la première idée, malheureusement. Et en fait, la petite fille, elle se lève, elle vient me voir et tout, et elle me dit, Are you Black M et tout? Et je dis, yes. Et là, elle me parle français. Ah, j'aime trop ce que tu fais, machin, nanana. Et ça prouve que ce morceau, il a été trop long, en fait. Et faire mieux que ça, c'est difficile. Mais faire mieux que ça, pour toi, c'est quoi? C'est ta définition de la réussite? Ma définition de la réussite, c'est pas faire mieux que sur ma route. Non. Ma définition de la réussite, c'est beaucoup de choses. Parce que réussir, c'est pas que professionnellement, pour moi. C'est réussir la famille, c'est réussir c'est un tout, vraiment. C'est réussir sa vie. C'est tout englobé. Mais en termes de musique, vu que je suis un compétiteur et un challenger et tout ce qui va avec, ouais, forcément, je pense à vouloir faire mieux que sur ma route. Mes artistes préférés, ils ont toujours fait mieux que leur premier hit. Tu prends un Michael Jackson, quand il sort Billie Jean, tout le monde se dit il fera jamais mieux. Mais derrière, il enchaîne et il enchaîne et il enchaîne et il enchaîne. Et ça, c'est le truc du génie. En France, il y en a quelques-uns, c'est pas tout le monde. C'est compliqué. Tu prends même les plus gros chanteurs de variété, un Johnny Hallyday, paix à son âme. Quand tu regardes son histoire, tu vois qu'il y a il y a pas mal de flops. Il y a beaucoup de flops, mais les gens ne sont pas au courant. Parce que les gens retiennent juste que il a eu un gros succès. Ses plus gros hits effacent toutes sortes de flops, en fait. Alors qu'en vrai, il y a eu pas mal de projets qui n'ont pas marché. Comment
tu travailles pour essayer de faire mieux que ton plus gros hit? C'est hyper compliqué parce que si tu travailles Pour faire mieux que ton hit, tu vas faire de la merde. Tu vas jamais faire mieux que ton hit. Et ça m'est déjà arrivé de faire de la merde. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Bon, si c'est de la merde qui reste en studio, il n'y a pas de problème. Mais si c'est de la merde qui, finalement, t'es sûr de toi, tu le sors, bah tu vois les résultats. Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Et tu le vis comment? T'apprends. En fait, tu tombes, tu te relèves. Bon, mais quand tu tombes, tu le vis comment? Quand tu tombes, tu t'apprends en vrai, tu te rends compte que c'est pour ça que je te réponds. Non, en fait, si tu veux faire mieux que ton hit, bah cherche pas à faire mieux que ton hit, juste fais de la musique. Donc t'essayes de faire toi la musique qui te plaît le plus. Ouais, exactement. On verra ce que ça donne, quoi. Exactement, c'est de l'amusement, c'est un peu la cour de récré dans le studio où tu testes plein de trucs. Y a un ballon de basket, un ballon de foot, tu testes plein de trucs, tu joues, tu touches à tout. Est-ce que c'est vraiment de l'amusement? J'ai parlé un peu à ton entourage qui m'a dit que tu avais un rapport très rigoureux à la musique et au rap. Que voilà, t'étais du genre à t'enfermer, à vraiment bosser, rebosser, à être sûr que ça sonne parfaitement juste. Donc, est-ce que c'est ça, toi, ta définition de l'amusement? Ou est-ce que tu t'imposes quand même une rigueur dans C'est c'est totalement ma définition de l'amusement. Okay. Mais eux, ils peuvent pas s'en rendre compte. Parce que pour eux, je me rends fou sur un mot, alors que moi, quand je commence à écouter par exemple un mec comme Eminem et que je vois que du début de son texte jusqu'à la fin, on dirait il dit le même mot, alors qu'en vrai, il fait que de rimer. Et pour moi, c'est passionnant. Je me dis, wow, comment vrai. Il fait rimer orange, machin, nanani, nanana, nanana. Et c'est fou en fait. Il arrive à faire rimer le truc, mettre du second degré, jouer avec les mots, mettre du flow, dire quelque chose, une phrase, tu vois, dire un truc sensé, une punchline. Moi, c'est de l'amusement pour moi. Quand j'essaie de reproduire la même chose, c'est genre waouh. Et quand j'y arrive, je suis trop content. C'est quoi le processus, si tu peux nous partager un peu le processus de A à Z de la création d'un son? Donc par exemple, là, demain, tu te dis, ok, il faut que je bosse sur un nouveau son. C'est quoi le début? Qui t'accompagne? Et quand est-ce que tu sais que c'est terminé? Ça part souvent d'une idée, mais en fait non, même pas, parce que ça peut partir de tout et n'importe quoi. Si je prends l'exemple, ça m'est arrivé hier. Si je prends l'exemple qui m'est arrivé hier, on m'a envoyé une prod, une compo, et de cette compo-là, il y a quelque chose qui est sorti de ma tête. Mais ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est de ne pas forcer. Parce que dès que tu forces, eh ben, c'est plus de l'inspiration, c'est du forcing. Mais quand ça vient tout seul, eh ben, c'est ton inspiration. Tu vois? Et quand tu forces, en général, c'est pas bon. Quand tu laisses l'inspiration elle-même s'exprimer, eh ben, il se passe quelque chose de magique. Et donc, du coup, très souvent, ça part d'une discussion, ou ça part d'un fait divers, ou ça part d'un rêve. Moi, il y a et je sais que je suis pas le seul, j'en ai déjà parlé avec pas mal d'artistes, certaines mélodies me réveillent en pleine nuit. C'est bizarre, hein, mais c'est vraiment réel. Même certaines punchlines, même certaines phrases, ça peut me réveiller en pleine nuit, et d'un seul coup, en fait, c'était dans mon rêve, ça. Et je prends mon téléphone, je note. Ce qui est difficile, je trouve, avec ce que tu partages, c'est que finalement, on n'a pas le contrôle sur l'inspiration. Non, tu peux pas. Mais du coup, c'est entre guillemets hyper injuste. C'est qu'en gros, il y a des personnes qui peuvent être rappeurs et d'autres personnes qui peuvent pas l'être, quoi. Ça se travaille pas? Si, ça se travaille. Ça se travaille. Il y a le côté travail où si là, tout de suite, toi et moi, on s'enferme en studio et que je t'apprends les bases, c'est-à-dire faire des rimes, trouver un flow, trouver une mélodie, ça se travaille. Tous ces trucs-là, ça se travaille. Disons que en 6 mois, enfin, ça dépend de ton niveau, mais en général, quelqu'un qui débute, en 6 mois, on peut lui faire quelque chose de propre. Okay. Mais s'il y a pas l'inspiration, et ben quelqu'un qui connaît la musique, il va le ressentir. Tu sais, la musique, c'est une émotion. Ça veut dire que, je dis quelqu'un qui s'y connaît, mais même quelqu'un qui s'y connaît pas. Ça veut dire que si je te présente de la soupe, bah tu vas savoir que c'est de la soupe, même si tu connais pas. Ouais, c'est vrai. Alors que si je te présente un texte bien travaillé et que t'es anti-rap, bah tu vas reconnaître qu'il y a quand même le texte qui va avec. Tu vois? Comment t'expliques qu'il y ait
autant de violence parfois dans le rap. Alors, je sais que toi, c'est pas du tout ton cas, hein, mais c'est vrai que parfois, je me dis, notamment le sexisme qu'il peut y avoir dans les paroles de rap. Non, mais en plus, même moi, parfois, je trouve ça bien envoyé. Mais je me dis, pourquoi ? C'est une très bonne question. J'ai envie de te poser une question, moi, et je vais répondre à ta question. Et je vais dire pourquoi pas. Même si moi, j'en fais pas. Hein. Je suis pas du tout dans ce genre de texte. Mais ce genre de texte ne me dérange pas. Ah ouais ? C'est du rap, en fait. C'est de la liberté d'expression. C'est vrai. Après, quand ça va loin, 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 que ce soit dans le sexisme ou des sujets où ça heurte les gens. Où ça heurte. Ouais. Bah non, en fait, je suis d'accord. Mais après, c'est de la musique, c'est du rap. C'est pas à prendre au premier degré. Je sais pas. Après, c'est mon approche de la musique. Je me prends pas forcément la tête. Si j'écoute un morceau, il me fait bouger la tête. Par exemple, quand t'écoutes les morceaux américains, mais si tu les traduis, mais ils sont c'est rempli de bitch, de machin, de nanani. Ouais. Et en fait, eux, ils ont une approche de cette culture autre. C'est différent, en fait. Eux, ils se prennent pas la tête avec ça. C'est viens, on s'enjaille, même si ça dit des trucs hyper durs, vulgaires. Je pense que c'est pas forcément dérangeant tant que ça heurte pas. C'est pour ça que je te dis pourquoi pas. J'entends. Et d'ailleurs, c'est une question ouverte, donc c'est hyper cool d'échanger sur le sujet. En fait, je me dis, c'est peut-être en effet ma vision de l'art, où je me dis, quand tu peux dire quelque chose, autant dire quelque chose qui a un impact, tu vois. C'est vrai. Tu vois, je sais que tes potes avec Biflo et Oli, bon, bah, je trouve que leurs textes me font quand même plus réfléchir que d'autres rappeurs qu'on ne citera pas, où ouais, ta tête, elle bouge. Mais tu vois, derrière, c'est un peu creux, quoi, j'ai envie de dire. Mais tu comprends que dans le rap, et tout comme dans le rock, et comme dans toutes sortes de musique, eh ben, il y a ceux qui veulent entendre du conscient, ceux qui veulent entendre de l'enjaillement, ceux qui veulent... tu sais, il y a toutes sortes de styles en réalité. Donc moi, je suis pas dans la vulgarité, on va dire que je suis plus dans le message, dans mon rôle de grand frère finalement. Mais par contre, je sais pas, je suis en voiture et j'entends une chanson bon, sans citer de nom, hein, mais une chanson où vraiment ça y va en termes de paroles et que c'est négatif, bah, je peux m'enjailler. Ouais, je peux m'enjailler. Oui, c'est vrai que c'est aussi une question de beat. Après, ça dépend, je suis avec qui. Parce que si je suis avec ma fille dans la voiture, je vais faire attention. Ouais. Si je suis avec un pote à moi dans la voiture, ben, on y va. Ça fait quoi de bosser avec Shakira ? C'est incroyable de se dire que, pour moi, Shakira, c'est le top 10 monde. Elle est dans les 10 premiers artistes les plus connus au monde. C'est incroyable de me dire que on peut tomber sur un top 10 monde aussi humble. C'est vrai ? Ouais. Elle était très, 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 très humble. Elle m'a envoyé le morceau. J'y croyais pas quand j'ai reçu ses voix. Je me suis dit c'est impossible qu'elle me réponde parce qu'on avait tenté à l'époque. Et quand je reçois la maquette, eh ben, je me dis que j'ai quelques modifs à faire parce que le son ne me convient pas encore. Et je lui renvoie, elle fait la modif, elle me re-renvoie, j'ai encore une modif, je re-renvoie, elle re-renvoie, j'ai encore une modif. Et là, mon équipe, elle me dit doucement, c'est Shakira quand même, arrête de... Fais pas le con, ça se trouve, elle va se retirer du morceau. Et le côté humble, il commence là, parce que en vrai, je suis personne par rapport à elle. Mais j'ai des modifs et elle m'écoute. Et ensuite, on se retrouve à Barcelone. Il nous convoque là-bas à Barcelone pour faire le clip. Et dès le début, sa maison de disques, son équipe, enfin, tous les gens présents sur le plateau, parce qu'elle est arrivée après, nous font comprendre qu'elle va pas rester très longtemps sur le plateau. Qu'elle va faire quelques prises et rentrer chez elle. Et en fait, elle est arrivée très tôt et elle est repartie très, 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 très tard. Genre, on a passé quasiment toute la nuit ensemble. À tourner, à parler, à rigoler, elle a ramené son mari, ses enfants. Enfin, c'était incroyable. Genre, c'est... Ouais. Comment ça s'est fait ? Maison de disques, décision. À l'époque, je crois que c'était même limite pour rigoler où je prends tous les artistes Sony Monde. Et il y a Beyoncé, Shakira, machin, il y a du monde. Et je dis à mon manager, vas-y, je vais choisir un artiste international, ramenez-le-moi.
Et bah vas-y, viens, on essaye et tout. Et moi, j'y crois pas, donc je crois pas du tout. Ok, Beyoncé, non mais Beyoncé, c'est vraiment compliqué. Ok, vas-y, Beyoncé, on met de côté. Je me rappelle plus avec qui dans la liste, mais quand j'ai vu Shakira, j'ai dit, vas-y, viens, on essaye Shakira. Et c'est passé. C'est incroyable. Comme quoi, Ouais. tous les gagnants ont tenté leur chance. Hein. C'est incroyable, ouais. Si là, tu devais faire un feat demain avec l'artiste de ton choix dans le monde, ce serait qui? Je dirais Lauryn Hill. En fait, elle a sorti un album il y a 20 ans, The Miss Education of Lauryn Hill. Et en 20 ans, elle a rien ressorti derrière. Et c'est toujours un classique. Genre, c'est Lauryn Hill, c'est... Et pourquoi elle a rien sorti derrière, tu penses? Je sais pas, ça, j'ai pas cherché à comprendre. Ils se sont séparés, elle s'est séparée de son groupe. Je crois qu'elle a eu plein de problèmes dans sa vie, mais elle revient 20 ans plus tard, juste pour une tournée, et c'est full partout. Incroyable. Full partout, ouais. C'est peut-être justement ce phénomène de rareté. Hein, Peut-être. parce qu'il y a ce truc-là, comme tu dis, la pression aussi de vouloir faire mieux, vouloir faire plus. Peut-être qu'elle s'est dit, bah, en fait, je pourrais pas, donc, Ouais. donc Après, on reste là-dessus, quoi. il y a le côté musical où elle est très, 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 très forte aussi. Donc, forcément, quand elle avait frappé avec son album il y a 20 ans, elle a réussi à avoir le monde entier quasiment. Elle fait des tournées mondiales et je crois qu'elle est passée plusieurs fois en France. Et je l'ai vue plusieurs fois d'ailleurs. Incroyable. Et donc, elle était dans un groupe avant, et Elle était après, dans elle a les été Fujis, solo. Ouais. Après, elle s'est lancée en solo. Ouais. Après coup, on voit que tous les groupes se séparent. Donc, qu'est-ce qui fait, quand tu commences dans un groupe, que tu te dises pas ouais, non, je pense qu'il vaut mieux que je me consacre à ma carrière. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'au début, toi, tu t'es dit go, on le vit avec la section d'assaut, et qu'à un moment donné, tu te dises, je pense que là, j'ai envie de continuer solo? J'ai jamais voulu faire de carrière solo. Pour de vrai. Jamais. Mais ça t'est pas tombé dessus? Si, ça m'est un peu tombé dessus, en réalité. Parce que, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, même les fans de la section d'assaut ne le savent pas, c'est que quand j'intègre la section d'assaut, je suis peut-être l'un des derniers à avoir intégré le groupe en 2002-2003. J'y trouve un confort de fou. J'ai plus beaucoup de textes à écrire. J'étais un peu un flemmard à l'époque. J'ai plus beaucoup de textes à écrire. J'ai juste mon couplet à faire, venir chanter. Et en plus, quand je le fais, bah, les gens, ils kiffent. J'étais un peu le joker de la section, genre qui est pas mis en avant de fou, mais qui, quand il arrive, il fait son effet. Et donc, moi, j'ai pris goût à ça. Même en interview, on était 7. Donc, moi, je me mettais à l'arrière et je parlais pas trop. J'étais dans mon coin, j'étais dans mon rôle de rappeur. Et donc, j'étais quand même dans un confort que je kiffais. Et en 2013, quand Gims se lance et qu'il cartonne, bah déjà, de base, on n'est pas forcément tous d'accord à ce qu'il parte en carrière solo. Ouais. Mais en même temps, il faut le laisser faire parce que c'est son choix et il faut respecter son choix. Et à cette même période, le numéro 2 de la section d'assaut, que point de vue public, il arrête la musique. Il arrête la musique, donc on regarde qui après le numéro 2, on regarde le numéro 3. Et mon producteur, il me regarde, il me dit, bah, c'est à toi. Et je suis pas prêt, j'ai pas de morceaux, j'ai pas envie, je suis trop bien dans le groupe. Mais comme il y a une hype autour de Section d'Assaut et de Black M aussi, bah faut essayer. Et j'essaye et crois-moi que le public ne le sait pas ça non plus, mais j'ai mis du temps à apprécier le fait d'être en solo. Mes débuts, c'était monter sur scène solo, j'étais comme ça. Interview solo, j'étais comme ça. Quoi d'autre? Les clips solo. En fait, j'étais habitué à être avec le groupe, tu vois. Et quand tu me dis tout solo, ça me fait peur de fou. J'ai très 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 peur, mais je le montre pas. Les gens me voient à travers... parce que je faisais beaucoup d'expressions de visage, les gros yeux, les machins, d'où les surnoms que tout le monde me donnait. Et ils aimaient beaucoup ça. Donc j'arrivais à masquer ma peur à travers la comédie que je faisais face à la caméra. C'est vrai qu'il y a presque une histoire de jeu. Enfin, j'ai regardé plusieurs vidéos de toi en live et je suis impressionnée par aussi la capacité à mobiliser le public, à se donner avec le public. Enfin, c'est un autre taf presque. C'est un autre taf. Que de chanter. Ouais, c'est un autre taf. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que avec le temps, j'ai pris goût en réalité. Ça a duré que les 6 premiers mois de la sortie de mon premier album. Après, c'est une autoroute. Mais au début,
Bah, par exemple, un morceau comme Sur ma route, qui est un morceau chanté, je sais pas le chanter sur scène. Je sais le faire en studio avec les arrangements, enfin tous les arrangements qui vont avec, réglage de voix, etc. Mais sur scène, c'est la réalité. Donc je dois le chanter. Je sais pas le faire. Donc les premières scènes, je chante faux. Je sors de scène, mon ingé son, il me dit va falloir prendre des cours de chant, c'est pas possible. Ça se travaille, c'est avec le temps que j'ai travaillé et pris goût à le faire. J'avais fait les Victoires de la musique avec Sur ma route. Les gens, ils ont aimé la prestation, mais j'avais peur de fou. Parce que je sais pas le chanter, en fait, de base. De base, je suis 100% un rappeur. Donc quand tu me dis fais de la mélodie, je suis perdu. Et c'est avec le temps que j'ai appris ça. Ce que je trouve beau, en tout cas ce que tu nous as partagé avec tes anciens collègues, j'ai envie de dire, c'est quand vous étiez dans le studio et que c'est eux qui te convainquent qu'il faut sortir Sur ma route et tout, c'est que il n'y a pas la rivalité qu'on pourrait imaginer. Tu vois, là on est en train en gros de se concentrer sur un des mecs du groupe et peut-être au détriment de nous-mêmes, mais j'ai l'impression qu'au final c'était hyper supportif. Ouais, non, on a toujours été comme ça. Bah, déjà, on se connaît, enfin, pour la majorité, ils se connaissent avant la musique. Et donc, du coup, ça joue beaucoup parce que c'est une histoire de frères plus que de musique en réalité. Et ouais, on a toujours eu ce truc où on veut pousser la personne qui se lance au maximum. Gims, quand il s'est lancé en premier, quand son succès, c'était quand même le nôtre. Ouais. Et ainsi de suite. Après, c'était moi, et mon succès, c'était le leur, et ainsi de suite, en fait. D'accord. On a toujours vu le truc comme ça. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez retrouvés là pour... l'année dernière. Ouais, l'année dernière. L'envie de vouloir rechanter tous ces sons qu'on a chantés il y a 10 ans, l'envie de revoir le public qui a grandi, l'envie de faire découvrir à la nouvelle génération, et l'envie d'être entre nous, tout simplement. Donc, même 10 ans après, vous étiez tous alignés? Sur scène, on était tous alignés. Sur scène. Sur scène. Ouais. Et hors Parce scène? que hors scène, on est une famille, mais on est une famille dans des familles. Parce que 10 ans plus tard, j'ai ma vie, Gims a sa vie, Lefa a sa vie, chacun a sa vie, chacun a ses équipes même. On n'a plus du tout les mêmes équipes. Donc, hors scène, sincèrement, il n'y a pas la magie d'il y a 10 ans. Ouais. Mais il y a le respect d'il y a 10 ans. Le respect, il bouge pas, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas la magie d'il y a 10 ans où quand on se voit, on est super surexcité. Mais par contre, sur scène, bon, c'est pas arrivé, hein, mais je sais qu'on aurait pu s'embrouiller 5 minutes avant de monter sur scène. Une fois sur scène, on oublie tout. C'est genre... Et pas pour faire du cinéma, hein, avec le cœur. Waouh, c'est incroyable de revivre ce qu'on a vécu il y a 10 ans. Tu regrettes parfois l'époque du collectif? Ouais. Pourquoi? C'était trop bien. C'était trop bien. C'était l'insouciance. C'était... on réfléchissait pas, en fait. C'était... on y va. Et c'était nous contre le monde. Là, aujourd'hui, c'est différent. Là, c'est totalement différent. Je peux plus... compter sur les membres de la section d'assaut comme j'ai pu compter sur eux il y a 10 ans. Mais c'est normal en vrai, parce qu'on n'est plus... Avant, on dormait les uns sur les autres. Aujourd'hui, chacun a sa femme, ses enfants. Avant, on était vraiment, c'est pas pour de faux, on était tout le temps ensemble. C'est fou. Moi, je trouve de réussir à travailler avec des gens avec qui on est genre H24, sans qu'il y ait de... Bah, il y en avait, parce que c'est une famille. Mais... toujours positif, parce qu'en fait on avait le même but. Le but c'était de tout exploser dans la musique. Et pas à moitié, on avait vraiment des gros rêves. Et finalement tous les rêves qui étaient dans nos têtes, tout est arrivé. On s'est dit, on va réussir à remplir la Seine-Bastille à l'époque, qui faisait 300-400 personnes, remplie. Élysée-Montmartre, remplie. On avait fait la première partie d'Orelson, on était comme des oufs. C'était rempli pour lui, mais nous aussi, on a fait le show, c'était mortel. Bref, on a fait toutes les petites salles de Paris. Une fois qu'on a fait toutes les petites salles de Paris, on s'est dit, on s'attaque à Bercy. Bercy, rempli. De Bercy, on l'a doublé, rempli. En termes de section d'assaut, il nous manque que le Stade de France. Pourquoi vous l'avez pas fait pour cette tournée-là?
pour la dernière? C'était en discussion, mais finalement, ça a tranché pour 2 U Arena. Ok. Et qui était très très cool aussi. 2 fois 40 000, c'est cool. Ouais. Bon, ça vous reste un objectif à viser alors. Le Stade de France. Le Stade de France. Ouais. Gims l'a fait, le Stade de France. Ouais. Comment c'était ta journée du 13 octobre, la journée là la sortie de ton nouvel album? C'était... ça, tu vas me faire raconter ça. Pas de stress au début. Et bon, moi, je fais beaucoup de sport. Donc, vendredi, je dépose mes enfants à l'école. Après, je prends mes gants de boxe, je vais à la salle. Et moi, d'habitude, je me dis pas vendredi 13, c'est un jour de malheur. Comme tout le monde, je suis pas dans les superstitions où j'ai fait un peu de promo à gauche à droite et je prends la voiture pour rentrer chez moi après la boxe et je fais un accident de voiture. Et c'est la première fois de ma vie que je fais un accident de voiture. J'ai jamais fait d'accident de voiture, mais genre un accident réel. Je prends mon taxi, je suis à l'arrière, je suis sur mon téléphone en train de regarder mes vidéos de boxe. Et le taxi, il conduit dans une petite ruelle vers Vincennes. Et priorité à droite, paf, la meuf, elle rentre dans ma portière. J'ai pas de ceinture. Ma tête, elle cogne là-bas. Mon cou, il se tord. Et pendant 15 secondes, je suis dans les vapes. Et je me réveille petit à petit. J'entends des pleurs à droite. Je commence à toucher partout, je vois ça va, je fais ça, je tourne ma tête, mes articulations, je dis bon ça va, j'ai un peu mal au dos quand même, c'est assez violent. Premier réflexe, j'appelle ma femme, elle répond pas, elle est en train de dormir. J'appelle mon équipe, enfin on était en train de parler en live, donc je leur dis je viens de faire un accident. Mais non, qu'est-ce que tu racontes et tout? Si, regardez, je leur fais une vidéo, la porte elle est bloquée, j'arrive pas à sortir, je dois escalader, passer par la porte du conducteur, j'ouvre. Lui-même, il est en panique. Il dit « j'ai perdu mon travail, c'est la fin pour moi. » Il y a des gens, ils commencent à filmer « Ah, Black M, machin, nanani, nanana. » Je vais voir un peu les dégâts, gros dégâts. Moi, ça va. Et au moment où je vois que vraiment, il y a trop de gens autour, je m'en vais. Voilà mon vendredi 13. Est-ce que ça t'a rendu superstitieux? Alors là, franchement, maintenant, vendredi 13, jour de sortie d'album. Ah ouais. Soit c'est quelqu'un qui m'en veut extrêmement, qui me fait du mal, qui me fait de la sorcellerie ou du vaudou, je sais pas. Soit c'est vraiment vendredi 13, la poisse. Mais genre, j'ai jamais vécu ça. Ah ouais, non mais surtout... Même là, j'ai encore un peu mal. Tout à l'heure, tu me parlais de torticolis. Ouais. Je peux pas tourner ma tête à fond. Ouais, ok, bah y a personne à voir là, ça va. Ouais, de toute façon, ouais. Pour la suite de ta journée, après, t'étais comment, quoi? Parce qu'en plus, c'est la sortie de ton album, quoi. Donc, Ouais, mais après, la suite de la journée, j'ai beaucoup de soutien sur les réseaux. J'ai beaucoup de retours. Je suis très content, en vrai. J'ai fait une séance d'ostéo, après, de 1h30. Il m'a tout recalé. Et après, j'avais un showcase sur Châtelet. Donc, mon équipe hésite à l'annuler. Et je leur dis non, laissez-moi faire ma séance d'ostéo et je vous dirai après. Et en réalité, je leur dis ça va aller, on maintient, mais toute la journée, je suis KO. Toute la journée, je suis KO. Et mon ostéo, il m'avait prévenu, il m'a dit mais tu vas jamais tenir. Et je tiens. Le soir même, on fait le showcase devant, je sais pas, il devait y avoir 200 personnes à Châtelet. Et je rentre chez moi, je m'endors direct. Genre, paf, ouais, je tombe. C'est fort, c'est parfois le devoir professionnel, entre guillemets, qui te fait tenir, quoi, l'adrénaline. Ouais, c'est l'adrénaline qui m'a fait tenir. Ouais. Mais dès que ça retombe, je suis tombé tellement... Et ça m'a fait du bien de dormir. Voilà, c'était il y a 2 jours, je le précise, quoi. Ouais, Donc c'est très récent, quoi. C'est ça, en plus, ouais, c'était il y a 2 jours, c'était vendredi. Écoute, j'aimerais qu'on parle un peu de ton nouvel album, donc que j'ai écouté en avant-première. Voilà, je te remercie encore. Merci Parce à toi. que j'ai relevé quelques petites phrases qui m'ont interpellée un peu dans chacune des chansons de cet album. Okay. Allez, on va commencer par Mowgli. Donc Mowgli, qui est dédié à ton fils. Pourquoi t'as voulu dédier cette chanson à ton fils? Bah, si t'écoutes le titre, je raconte un truc assez difficile. Il est né prématuré, il est né à 6 mois de grossesse de ma femme. C'était hyper compliqué parce que bah déjà, dès que je le vois, c'est compliqué parce que j'ai l'image des médecins autour de Léa, de ma femme. Donc, c'est une césarienne.
Et je le vois sortir du ventre de Léa. Je suis assis et il n'y a pas un bruit, silence. Donc j'entends pas de pleurs. Et je les vois, ils sont tous au taquet, des trucs respiratoires, machin. Et je retiens ma respiration en même temps. Et au bout de 3 minutes, il y a un médecin qui vient me voir. Et moi, pour moi, il va venir me dire c'est mort. Et il me dit ça va, mais ça va être très compliqué. Et à ce moment-là, ma femme, elle dort encore. Elle est encore endormie. Et j'ai plein d'images. En fait, j'oublierai jamais de ma vie ce moment. C'est que après, ils le mettent en couveuse. Et quand ils le mettent en couveuse, quand j'arrive pour le voir pour la première fois, déjà, il fait la taille de ma main, réellement. Il est tout petit, avec des poils partout. Il est pas fini, en fait. Ouais. Non, il y a 6 mois, il est pas fini. Et je l'entends pleurer. Mais pleurer comme un bébé prématuré. C'est-à-dire que tu l'entends à peine, mais il pleure. Et j'entends une infirmière qui crie sur tout le monde. Comment vous pouvez laisser un prématuré qui n'a pas encore mangé comme ça et tout. Et je me dis, mais ils lui ont pas donné à manger, c'est des ouf. Et bon, ça s'est vite réglé. Et le premier truc que je fais, c'est que je lui tends mon doigt et il l'attrape. Et ça le calme direct et il me regarde. Il s'arrête. Mais il a des fils partout. Hein. Genre, c'est pas facile du tout à voir. Il a des fils partout, le nez, machin, nanani. Et il est tout petit, il sait pas, il comprend pas en fait. Et donc, ça m'a marqué. Il y a un autre truc qui m'a marqué, un infirmier qui me demande un selfie au moment où ma femme accouche. Non, aussi, ça m'a... arrête. Dans la tête, je me suis dit, je lui ai dit non, bien évidemment, mais c'est après que je me suis dit, mais c'est un ouf, en fait, il m'a demandé un selfie. Et après, à partir de là, c'est une bagarre pendant 6 mois, voire plus, parce que il y a des jours où on arrive à l'hôpital, il respire plus, donc il faut réanimer. Il y a des jours où tu sais, il y a plein de nouveau-nés prématurés dans le même service. Donc tu vois des parents attristés parce qu'il s'est passé une dinguerie. Tu vois d'autres, ils sont contents. Enfin, il y a trop d'émotions différentes dans ce service des prématurés. Et nous, au bout de 3 mois, il sort, mais avec une bouteille d'oxygène. Ça veut dire qu'il faut lui mettre les lunettes d'oxygène. Et quand on se balade, on est obligé d'avoir cette petite bouteille d'oxygène, qui n'est pas lourde, hein, mais ça le surveille. Avec le petit truc de détection pour le cœur, qui dès qu'il sonne fort, ça veut dire que son cœur il bat moins bien. Nous, c'est des cauchemars en fait, parce qu'en pleine nuit, parfois juste il bouge le pied, c'est pas qu'il respire mal, mais c'est juste il bouge le pied et qu'est-ce qui se passe, il respire plus. Et du coup, c'est ça pendant longtemps. Et il faut savoir que moi, à cette période, je suis en full success. Genre, je suis vraiment avec Section d'Assaut, on est à notre apogée. On n'a jamais fait ces scores-là, ça marche super bien. Donc je suis entre des zéniths où je vois 7000, 8000 personnes par mois, par soir, et je rentre chez moi, je retrouve mon fils et ma femme dans une situation critique. C'était très très dur, surtout pour ma femme, je pense. T'arrives à faire la part des choses, entre guillemets? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui parviennent à séparer ce qui se passe dans leur vie perso, dans leur vie professionnelle? Impossible. J'arrive pas, non, c'est impossible. Si ça va pas en perso, ça va pas en professionnel. Mais donc là, tu faisais comment? Tu t'étais pas à fond à cette période? Non, j'étais pas à fond, mais comme je t'ai dit, c'est une période où on est en section d'assaut, on est 7, donc je me repose sur les gens, tu vois. Ça aurait été dans ma période solo, là j'annule toute ma tournée. Ouais. Je dis non à tout en fait. Mais ouais, quand ça va pas, tu le sens direct au travail. Ouais, direct. Et pourquoi cette chanson alors aujourd'hui, dans cet album? Qu'est-ce que tu voulais lui faire passer comme... Enfin, qu'est-ce que tu voulais lui dire? Alors bien sûr, les gens iront l'écouter, mais tu vois, pour avoir un peu derrière ce qui a motivé l'écriture de cette chanson. En fait, 10 ans plus tard, je le vois, là, il est en forme, il est beau gosse de fou, il court partout, il a des ambitions, il veut faire telle activité, enfin, il vit, quoi. Et les médecins nous avaient dit qu'il aurait des séquelles, parce que c'est un grand prématuré. La seule séquelle qu'il a de visible, c'est son émotion. Parce qu'on nous avait dit que les prématurés, l'émotion, quand il est très content, il est plus content que les autres. Et quand il est très triste, il est plus triste qu'un humain normal. Et donc ça,
C'est quelque chose que je vois en lui. Et pour moi, ça fait quelqu'un d'encore plus fort. Je le trouve encore plus fort. Je suis trop admiratif de mon fils, mais je le dis pas assez d'ailleurs. Je suis très très fan de lui. Pourquoi avoir fait ce morceau? Pour lui expliquer, parce que dans les paroles, je dis pas des choses positives. Je dis, à part le fait que je dis que c'est la plus belle de mes histoires, je dis que la vie, elle est dure. Et je veux lui faire comprendre que la vie, elle est effectivement dure. Et que quoi qu'il arrive, je serai là pour l'aider. C'est pour ça que je dis malheur à celui qui osera te blesser, machin, nan. Et peut-être que c'est ma thérapie 10 ans plus tard de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Ouais, parce que sur le moment, t'avais pas le temps de processer tes émotions à toi. Impossible, ouais. Et là, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, parce qu'il a 11 ans, c'est ma thérapie de ce qui s'est passé il y a quelques années. T'as jamais fait de thérapie? Tout court? Si. T'as bien aimé? En fait, j'ai toujours été anti-thérapie. Ouais. Pourquoi? Toujours psychologue, tout. Moi, faut pas me parler de psy. Mais ma femme, c'est tout le contraire. Je t'ai dit, moi et ma femme, on est de vrais... des... Yin et yang. Exactement. Et donc, à l'époque, elle voyait un psy. Et elle me dit, ça serait bien qu'on le rencontre. Je lui dis, mais moi, jamais je vais lui raconter ma vie. C'est impossible. Tu me connais, moi, je parle pas avec les gens que je connais pas. C'est pas possible. Et on y va. On fait cette première consultation. La première et la dernière, d'ailleurs, à cette époque-là. À cette période-là. Et la psy, elle me parle, c'était une dame, elle me parle, et je suis fermé au début. Et petit à petit, je parle, mais je m'en rends pas compte. Mais au début, je lui dis que, madame, vous aurez rien de moi, moi je parle pas avec les gens que je connais pas, je lui parle très franchement. Et petit à petit, je dis voilà les trucs sur ma vie, et elle me regarde, elle me dit, vous voyez, vous venez de vous livrer. Et je dis, ah ouais, mais non, c'est vrai, dinguerie. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et là, aujourd'hui, j'ai capté que ça fait du bien de parler à quelqu'un. Franchement, ça fait du bien. C'est pas quelqu'un qui est pas là pour te juger, quoi. Exactement. C'est-à-dire ça fait du bien. Pas intérêt à te recommander. Surtout nous dans notre excuse-moi, je te coupe, dans notre métier, on voit trop de monde. Ouais. Et dans tout le monde qu'on voit, y a personne qui nous écoute réellement. Ils écoutent le CD, ils écoutent mais le fond. Il y a que certains fans, ils arrivent à déceler certains trucs. Mais avoir le fond du truc, c'est rare, il faut quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a motivé récemment à te dire je vais donner une chance à la thérapie? C'est ma femme, ouais, parce que elle a jamais arrêté et ça lui sert beaucoup et je la suis sur ça parce que je sais que c'est un bien au final. J'ai vu que vous étiez fiancé avec ta femme au bout de 3 mois. Ouais. Alors je suis obligée de te demander comment... Est-ce que vraiment t'étais convaincu à l'époque? Moi j'étais convaincu, mais je crois qu'elle aussi elle était convaincue. En fait on était... C'était le yin et le yang mais trop fusionnel. Genre la fusion, j'ai jamais vu... Mais même jusqu'à aujourd'hui elle va pas bien, je vais pas bien. On est connectés. Je peux pas t'expliquer le pourquoi du comment, mais on est connectés. Et donc du coup, tout au début... Quand on se marie au bout de 3 mois, c'est tellement logique. J'ai l'impression que ça faisait des années et des années et des années qu'on se connaissait. On faisait des nuits blanches à parler, à refaire le monde. À l'époque, on fumait des joints, on racontait nos vies. Tu sais, c'était trop beau, en fait. Donc, au bout de combien de temps tu te dis, je vais la demander en mariage? 3 mois. Tu la demandes en mariage au bout de 3 mois? Ouais, 3 mois. Vous fiancez? Ouais, elle m'a dit oui, direct. Et vous mariez quelques mois plus tard, je crois. Ouais. Mariage religieux. C'est dingue. C'est vraiment, mais en fait, je trouve ça beau parce que on pourrait émettre tellement de jugements, mais au final, vous êtes là 14 ans plus tard, je crois. C'est ça qui est fou. Parce que nous-mêmes, on se regarde parfois, on se dit, l'année prochaine, ça va faire 15 ans. On se dit, en vrai, nous, personne... Parce qu'on a eu beaucoup d'histoires où les gens, ils y ont pas cru parce qu'il y a eu des disputes, parce que c'est un couple, 15 ans forcément, parce qu'il y a eu des histoires, et la vie de couple. Mais finalement, 14 ans plus tard, on est très soudés et ensemble. Et on a les mêmes objectifs, surtout. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui, là, sont peut-être en couple, tu vois, depuis quelques temps et qui ne savent pas si c'est la bonne personne?
Ou en Des tout cas, jeunes, si... genre 10 ans de moins que moi, je leur dirais... Genre en moi fait, j'ai 26, tu vois. bah, si tu tombes sur la bonne personne, si tu le ressens au fin fond de toi, va au bout de la démarche. Tu penses que c'est que ça, que c'est qu'une question d'intuition? Ouais, c'est de l'intuition et c'est pas que de l'intuition, c'est de l'observation aussi. Faut observer la personne avec qui t'es. Faut observer la personne avec qui t'es, faut t'observer toi-même. En fait, faut regarder si vous êtes compatible. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus que l'amour. Il y a l'amour, ça joue, hein, évidemment, toujours. C'est le plus important. Mais il peut y avoir l'amour, mais par contre, si vous n'êtes pas compatible, bah, c'est mort. Ouais, c'est vrai. Et nous, on s'est déjà posé cette question avec ma femme. On s'aime de fou, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on est vraiment compatible? Toi, t'aimes ça, moi, j'aime ça. Toi, t'aimes sortir le soir, moi, j'aime être casanier. Toi, t'aimes le rouge, moi, j'aime le bleu. Est-ce que vraiment ça va ensemble? Et c'est en s'analysant qu'on voit que, ouais, finalement, ouais. Parce que toi, tu me rapportes ça, moi, je te rapporte ça. Et en vrai, ouais, si, on est compatible. Vous avez fait un son ensemble dans cet album, Bye Ouais. Bye. Ouais. Tu le connaissais? Ce son-là? Ouais. Ah non, je savais pas, je pensais que c'était un nouveau. C'est une reprise d'un chanteur des années 90 qui s'appelle Ménélique. D'accord. Non, je connaissais pas. Pour moi, c'était toi et Léa, tu vois. C'était. Oh, ouais, non, c'est une reprise des années 90 qui avait cartonné d'ailleurs. Et c'était mon classique à moi dans mon coin, c'était le sien aussi dans son coin. Quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte on avait tous les deux le même classique. On a des points communs quand même. Et bah, c'est une chanson que tous les jours de l'an, toutes les soirées, toutes les fêtes, on s'amuse à le chanter en public. Parce qu'il y a un couplet mec et un couplet meuf. Et donc du coup, un jour, j'en ai fait un TikTok, il y a 2-3 ans. Et quand je l'ai balancé sur TikTok, tous les commentaires étaient « Waouh, Léa, elle est trop forte », alors que j'avais mis l'original. Et c'est de là que je me suis dit « Mais Léa, viens, on l'enregistre pour de vrai ». Et elle m'a suivi. Et c'était la première fois que vous enregistriez ensemble. Toute première fois, ouais. Ça s'est bien passé? Super bien. Elle avait très très peur. Elle savait pas ce qu'elle faisait, elle avait pas forcément confiance en ce qu'elle faisait, mais je lui donnais... En fait, elle sait que quand je suis dans mon élément de travail, je le fais pas pour lui faire plaisir. C'est soit c'est super bien fait, soit on arrête tout. On le fait pas. Exactement. Ouais, c'est fort, je trouve. On retrouve en tout cas votre complicité, je trouve. Merci. Ouais. Merci. À l'écoute et visuellement aussi. Tu parlais de TikTok, tu mentionnes TikTok. Quel impact ça a eu dans ta carrière et dans ta façon de penser la musique? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, TikTok peut être un tel tremplin pour les artistes, mais même les artistes installés. Ouais. C'est pas juste les nouveaux artistes, c'est que si une hype prend sur TikTok, ça peut make or break un son. Ça peut vraiment faire la diff. Ça me l'a fait ça m'a relancé 3-4 singles qui sont sortis il y a des années et des années avant TikTok. J'ai eu 3-4 singles qui sont remontés dans le top et d'un seul coup, les tout jeunes, les tout petits découvrent Black M grâce à TikTok. Mais après, faire de la musique en pensant TikTok, c'est un piège. C'est vraiment la question que je me pose. C'est un gros piège. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les artistes l'ont en tête? Est-ce qu'il faut l'avoir en tête? C'est un piège. En fait, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à TikTok? Est-ce que tu en fais abstraction quand t'écris? Ou est-ce que tu... Non, quand j'écris, je calcule pas TikTok. Je calcule pas TikTok, je calcule aucun réseau. C'est à la fin du son, on se dit « Ah, attention, c'est TikTokable », c'est l'expression. Attention, ça va être TikTokable. Et après, en réalité, pour dire la vérité, dans les débuts de TikTok, quand on voit qu'il y a des trends qui prennent, même de mes propres sons, au début, on se laisse aller dans ce piège. On se dit « Bon, vas-y, on va essayer de... » Mais on se rend très, très, très vite compte que c'est pas la bonne recette. Faut continuer à faire ta musique. Si ça doit finir en trend, ça finit. Ouais. Si ça finit pas, ça finit pas. Et même parfois, parce que je sais qu'il y a plein d'artistes qui le font, et je l'ai fait aussi, le fait de se dire, je vais aller chercher tel ou tel influenceur, et je vais lui donner le son, et c'est du marketing, et je vais le payer, et grâce à lui, grâce à sa notoriété sur TikTok, il va me faire péter le son. Ça marche pas non plus. En fait, c'est le public qui décide. C'est pas parce que tu vas donner au plus grand influenceur le son
qui va le poster tous les jours que le son, ça va devenir un hit. C'est vraiment le public qui décide. Ouais. C'est ça qui est rassurant de manière générale, je trouve, avec l'entrepreneuriat, le marketing, c'est que à la fin de la journée, si le produit n'est pas bon, là en l'occurrence c'est un son, mais tu vois, si le produit n'est pas bon, il peut pas émerger, quoi. Ou pas durablement. Ça peut être un effet de mode, mais pas durablement. Il y a une chanson qui s'appelle Smile. Ouais, c'est l'une de mes préférées. Elle est contagieuse, je trouve, en termes d'énergie positive. Ah bah, tant mieux. Comment est-ce que toi tu gardes le smile? Tu nous as partagé là pas mal d'épreuves difficiles que t'as affrontées. Qu'est-ce qui te permet de garder le smile? Bah, il y a pire que moi. Il y a pire que moi, mais beaucoup plus pire. Il y a pire que moi quand je descends, quand je vais finir cette interview, juste tu marches dans la rue, tu observes les gens, et des gens ils dorment dehors. Tu regardes ce qui se passe dans le monde là en ce moment, on va pas s'étaler dessus, mais voilà, il y a pire que nous, il y a 10 fois plus pire que nous. Moi je rentre chez moi, j'embrasse ma fille tous les soirs, j'embrasse mon fils tous les soirs, ma mère elle est là, je l'ai au téléphone, mon père il est au pays, je l'appelle. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux. Je peux pas ne pas garder le sourire. Ça suffit de te dire ça quand t'es avec ton fils à l'hôpital qui est entre la vie et la mort? Non, à ce moment-là, c'est autre chose. Je prends ça comme une épreuve. Je suis assez croyant et je prends ça comme une épreuve. C'est pas, je me dis pas, je l'ai mérité, mais je me dis, c'est le destin. Et si c'est le destin, je l'accepte. C'est comme ça que je vois le truc. C'est fort. C'est fort, mais c'est dur. Ouais. Parce que c'est pas parce que je le dis parce que c'est dur. Ouais, mais c'est vrai que je pense, j'ai réfléchi un peu à la question de l'acceptation des épreuves. De toute façon, une épreuve, si elle te tombe dessus, t'es obligé de l'accepter. T'as pas le choix en fait. Là, demain, je perds mon père. Je vais faire quoi? Tu ne peux pas lutter. T'es obligé d'accepter. C'est vrai. Bon, j'ai pas envie de le perdre maintenant, hein. J'espère qu'il va rester parmi nous. Ouais. Non, mais c'est vrai que la foi aide. Elle aide. À, entre guillemets, y voir un sens. Quand il y en a pas. Tu vois. Ouais. Et c'est ça que je trouve difficile, et c'est ça, à mon avis, qui explique qu'aujourd'hui, on cherche un peu des nouvelles formes de spiritualité, tu vois, qu'il y a quand même pas mal de formes qui émergent, parce qu'en fait, vu que les religions traditionnelles en Occident ont moins de pouvoir, les gens ont quand même besoin d'avoir une sorte de boussole, c'est important, de choses à laquelle se raccrocher, parce que sinon tu te dis, what's the point, quoi. Bah ouais, c'est totalement ça. Alors pour finir sur les chansons, après je parlerai un peu d'une interview que t'as donnée, mais... Ça marche. Dans Dr. Snitch, que j'aime beaucoup aussi. Merci. J'aime beaucoup j'ai retrouvé un peu d'Eminem dedans. Enfin, dans le sens où... Ouais, si, c'est possible. Tu vois, le rythme... Ouais, c'est fort possible. Et très entraînant. Ça m'a fait penser un peu à Slim Shady. Tu dis, une fois que tu tombes, il n'y a plus personne. Ouais. Quand est-ce que t'es tombé, toi? C'est pas forcément tomber dans la musique. Ça peut être dans la vie aussi. J'ai eu plusieurs situations où tu vois qui est là et qui n'est pas là. Et ça te choque parce que tu te dis, mais non, mais normalement, lui, il est avec moi, ou un tel est avec moi, mais il n'y a personne. Et il reste que ta femme, ta mère, ton père, tes frères, en fait, il reste que ta famille. Et à la limite, un pote ou deux qui vont t'appeler et te dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout le reste, là, il y en a, ils sont même pas au courant que j'ai vécu un truc de fou. Tu vois? Il y a des gens autour de moi qui sont pas au courant qu'il m'est arrivé tel ou tel truc, que j'ai dormi à l'hosto tel jour. C'est pas forcément la musique. Même si je parle aussi de la musique, tu vois, parce qu'il y a le côté où, comme je te disais tout à l'heure, 2014, j'étais tout là-haut avec Sur ma route. C'est plus trop la même chose, même si j'ai toujours l'image Black M. Je vois qui est là, qui n'est pas là, quoi. Et les moments où tu tombes, ils sont, je vais pas dire ils sont plus appréciables parce que c'est des moments qui font mal, mais c'est des moments où ta lucidité, c'est là que tu vois tout, en fait, parce que tu vois clairement qui est vraiment là pour toi. Alors que quand t'es là-haut, tu vois pas, il y a tout le monde. Tout le monde est là, c'est-à-dire que tu sais pas qui est qui. Et t'as des gens qui t'avertissent, qui te disent, attention, lui, bizarre, si jamais ça marche plus, je pense pas qu'il sera là. Et tu l'écoutes pas, tu dis, mais non, t'es fou, tout le monde sera là, c'est la famille qui est avec moi, et tu tombes,
il reste que la famille. Et tu les regardes, tu te dis, ah ouais, donc c'est vous la famille? Merci les gars, on se lâche plus. Ça a changé quoi dans tes relations humaines? J'allais dire rien, mais non, c'est un mensonge, mais en vrai, ça a changé que je suis moins naïf. Je suis moins dans le je donne. Mon équipe, ils aiment bien m'appeler l'abbé Pierre. Ah. Parce que j'ai pas de mal à donner. Je sais pas pourquoi. Et même quand je m'analyse, c'est vrai que j'ai pas de mal à faire une passe à quelqu'un. Genre, vas-y, viens. Je te donne un exemple. Un artiste qui sort de nulle part, je vais aimer sa musique. Bah, je vais discuter avec la personne sur Instagram, même si c'est personne. Et la personne, elle va être choquée. Elle va dire, mais je parle avec Black M, là, c'est incroyable. Bah ouais, mais j'aime bien ce que tu fais, donc je vais partager même. Et je partage. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce côté-là, mais j'essaie de le canaliser. Pourquoi? Parce qu'il m'a joué des tours, à vouloir faire des passes à tout le monde. Et au final, même si, en réalité, quand tu fais une passe, eh ben, t'attends pas à ce qu'on te rende la balle. Mais t'attends pas à ce qu'on te la fasse à l'envers non plus, Voilà, quoi. t'attends pas à ce qu'on te tourne le dos non plus. Tu penses qu'on peut être trop bon, trop gentil? Ouais, bah oui. Oui, ouais. C'est triste quand on y pense, hein. Ouais. Trop bon, trop con. Mais je suis de ceux qui pensent comme Soprano, c'est ces gens-là qui gagnent à la fin. Soprano, il a dit ça en une interview une fois. Je suis proche de Soprano dans la musique, proche de Big Flo et Oli aussi. C'est des mecs, on se suit, on a à peu près la même mentale. Et je sais que c'est des gentils comme moi. Moi, je sais que je suis un gentil. Hein. Ouais. Je sais que j'ai pas de... Et c'est pas une image, tu vois. C'est vraiment... je suis comme je suis. Et ben, ce truc-là, c'est ça qui est payant à la fin. C'est pas le méchant qui va gagner, c'est faux, ça. Parce qu'on a quand même des contre-exemples. Hein. Enfin, Trump a quand même gagné la présidence des États-Unis. Hein. Ouais, mais ça chute. Ouais. La chute et surtout l'atterrissage de cette chute. Et puis oui, l'héritage, entre guillemets, qu'il laisse. Mais j'aimerais bien croire ça, tu vois, mais je sais pas si c'est vrai. Moi, je pense que les moments sombres du personnage que tu viens de citer, il doit vivre des trucs très très durs. C'est sûr et certain. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sûr. Tu peux pas être aussi mauvais et réussir autant, et derrière, quand ça retombe... Bah, genre, il n'y a rien. Ouais. Non, tu vas payer, tu payes. Le karma. C'est vrai, mais tu vois, un peu, comment tu arrives à associer finalement tes désirs d'ambition grande et rester fidèle à toi-même, gentil, humble. Parce que c'est vrai que j'imagine que c'est plus simple de réussir en ne se souciant pas des sentiments des autres. C'est pas faux. Mais... si c'est pour réussir et finir seul, ça m'intéresse pas. Il y en a beaucoup qui se soucient pas des sentiments des autres. Donc ils avancent, ils blessent un tel, ils montent encore un étage, ils blessent un autre, et un autre, et un autre. Ils arrivent au sommet, mais ils sont au sommet tout seuls parce qu'ils ont blessé tout le monde. Et le problème, c'est que quand tu es au sommet, au bout d'un moment, tu vas glisser, tu vas redescendre. Les mêmes personnes que tu as croisées quand tu montes, c'est les mêmes personnes que tu vas croiser quand tu descends. Et elles sont plus là pour toi. Elles vont juste te regarder tomber. Tu disais que votre ambition avec la section d'assaut, c'était vraiment de percer dans la musique et voilà, de tout déchirer. Vous l'avez fait. Comment est-ce que tu gardes l'envie et l'ambition une fois que tu as accompli ton objectif? C'est ça le challenge. T'as toujours envie de faire plus. T'as toujours envie de faire plus. Genre avec section, je sais que là, si on se retrouve, bah, on va vouloir faire mieux qu'on a fait avant. Et en solo, c'est la même chose. Tout à l'heure, on parlait de Shakira, bah, j'ai envie de faire plus que Shakira. J'ai envie de faire au-dessus. Et après, on n'a pas beaucoup non plus au-dessus de Shakira. J'aimerais bien Beyoncé. Ouais, Beyoncé, si tu nous écoutes, on attend le feat. Ouais. Dans Encre Noire, tu dis je voudrais juste que tu reviennes. Est-ce que tu parles de quelqu'un en particulier? Alors, Encre Noire, ça peut être interprété de plein de façons différentes. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que j'en parlais avec ma femme là, il y a pas longtemps. Tu parles de Guy. J'ai dit, le bad buzz. Et ouais, tu parles de Guy. Et en fait, il y a certains morceaux que je travaille tout seul, et il y a d'autres morceaux où on est plusieurs dessus.
C'est un travail à l'américaine, vraiment. Et pour le coup, pour ce refrain-là, eh ben, il vient pas de moi direct. Il vient d'un auteur-compositeur qui m'a proposé le thème et la mélodie et tout ce qui va avec. Et quand j'ai écouté avec mon directeur artistique qui s'appelle Alassane, on a directement dit mais ça c'est un trop gros son, trop de gens peuvent se l'approprier, donc viens on le récupère et on l'écrit à notre façon. Donc moi j'ai récupéré que le refrain et j'ai écrit les couplets à ma façon. Mais c'est vrai que ça peut porter à se dire mais je parle de qui. Ouais. Mais après, même si je vais dans ma propre vie personnelle, bah ça pourrait être je sais pas, des personnes que je ne vois plus, des personnes décédées, des personnes, ça peut être trop large en fait. Mais c'est ça qui est fort, je pense, avec beaucoup de tes sons, c'est qu'on peut s'identifier. Exactement. Et que c'est le but aussi qu'on puisse se l'approprier. Exactement. En parlant aussi un peu à ton entourage, j'ai su que dans la chanson Le Pouvoir, tu dénonces finalement pas mal les inégalités sociales et voilà les luttes de pouvoir qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Pourquoi ça te tient à cœur ? Parce que c'est une réalité qui me choque. C'est une réalité qui est pas forcément normale et on le normalise. Genre, ce que je raconte dans le morceau, c'est des situations qui c'est vraiment arrivé. Je vais dans une boutique mais ça m'est arrivé il y a même pas très longtemps. Une petite boutique de luxe que je croise dans mon chemin. Je suis en survêt. Je rentre à l'intérieur. La vieille dame qui est à l'intérieur, qui tient la boutique, ne me connaît pas parce que c'est pas sa génération. Mais elle me regarde avec des yeux genre « Qu'est-ce que tu fais dans ma boutique ?» Mais qu'est-ce que tu fais dans ma boutique ? Tu vas acheter quoi ? Comment ? Mais elle sait pas, je peux acheter toute sa boutique, si je veux, tu vois ? Bah c'est ça le pouvoir en fait, c'est genre, c'est tout ce que je dis dans le morceau. Genre, tu me regardes bizarre parce que je suis rentré dans ton bar, mais dès que j'ai sorti mes 2-3 black cards, d'un seul coup tu m'as regardé comme si j'étais le Messie, tu vois ? Et c'est souvent ça la vie, c'est genre, on te considère si t'es quelqu'un, si t'es personne, on s'en fout. C'est fou que... Il y a un truc de fou qui me rend vraiment fou, c'est genre, nous les artistes, bah, les gens ils aiment bien nous offrir des cadeaux. Mais nous on a déjà tout, donner à ceux qui n'ont pas, tu vois. Mais les gens ils calculent pas ceux qui n'ont pas. Ils préfèrent donner à ceux qui ont déjà. Et ça c'est le pouvoir. Moi dans ma position, bah, je le vis bien parce que j'ai réussi. Mais quand je regarde les autres situations, c'est dur. C'est vrai, c'est très vrai. Enfin, tout est finalement intéressé, quoi. Ouais, ça, moi, c'est de l'intérêt, ouais. Qui me fait de plus en plus de peine. C'est vrai que tout est... Et d'un autre côté, il y a des amis qui me tiennent le discours, tu vois, par rapport à l'opportunisme. Ouais. J'ai des amis qui me disent, mais en fait, l'opportunisme, bah, c'est normal, quoi. Dans le sens où, oui, je vois une opportunité, oui, je vais la saisir. Moi, je trouve ça normal aussi, l'opportunité. C'est différent du pouvoir. Bah, en fait, c'est différent, mais parfois, la barrière, elle est fine entre l'opportunisme où finalement, bah, tu vois, si on pousse le trait, ça peut être devenir ami avec quelqu'un parce que cette personne peut t'apporter quelque chose. C'est de l'opportunisme. Ça, c'est de l'opportunisme. Tu vois, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut le reprocher à la personne qui a peut-être, comme toi, tu vois, des ambitions, des rêves et qui, comme on le disait, bah, parfois se donne aussi les moyens d'arriver à ses fins. Mais je pense que là où je mets la barrière, c'est que ça ne doit pas se faire au détriment d'autres personnes et ça ne doit pas se faire en prenant de haut d'autres personnes. C'est-à-dire, tu peux faire ta route et on va dire, voilà, avancer par rapport à tes intérêts, mais ça ne doit pas se faire au détriment des intérêts des autres. Je suis d'accord. Mais après, c'est souvent au détriment des autres, malheureusement. Ça, c'est un truc que tu peux pas maîtriser. Moi, je pense qu'on est tous un peu opportunistes. Tous, et c'est des degrés différents. Il y a ceux qui en ont rien à foutre de blesser X ou Y et ceux qui vont faire doucement parce qu'ils savent que... Et ceux qui vont pas le faire tout court. Parce qu'il y a des gens... mais en général, ce qui est fou, c'est que celui qui n'est pas opportuniste, bah, il bouge pas. Il reste à sa place, il évolue pas. Écoute, j'ai fait un podcast avec un docteur en neurosciences, Albert Monkébert, qui est sorti il y a pas très longtemps. Là, je vous mettrai dans les notes pour ceux qui l'ont pas écouté. Okay. Et le mec m'a un peu fasciné parce que lui, il traite vraiment tout le monde de la même manière. Genre, tu peux lui proposer un podcast pour une chaîne qui a 3 abonnés.
Il va le faire. il va le faire autant qu'il est venu sur mon podcast, tu vois. Ah ouais. Genre, il me dit, bah ouais, on m'a proposé, j'ai dit oui. Et c'est assez. Et pourtant, c'est un des meilleurs dans son domaine, c'est un des plus grands neuroscientifiques de son domaine. Et du coup, il m'a un peu fait réfléchir, quoi, de me dire, ben. Après, je pense qu'on a juste pas du tout la même façon aussi de voir la vie, voir les choses, et c'est ok, tu vois. Mais ça m'a montré que finalement, lui, dans son domaine, c'est un des meilleurs, mais juste, il a jamais cherché à l'être, tu vois. C'est juste qu'il est doué. C'est magnifique. Ouais. Il travaille, et quand je te dis qu'il était genre... Et c'est marrant parce qu'après, j'ai eu un philosophe, Charles Pépin, qui est venu juste après, et il m'a dit... en gros, un jour, il a eu un problème, il a dû aller à l'hôpital, il avait une conférence à donner genre 1 heure après. Il a dit, il y a 2 personnes que je peux appeler. Il a appelé Albert, il a dit, écoute Albert, j'ai une conférence dans 1 heure, est-ce que tu peux me remplacer? Albert a dit, ouais, ok. Et 5 minutes avant le début de la conférence, il est à l'hosto, il va se faire opérer, et il reçoit un texto d'Albert qui lui dit... Au fait, c'est quoi le sujet de la conférence? Ah, j'avoue. Et je me suis dit, ce niveau de, entre guillemets, tu sais, de... Je prends la vie comme elle vient, et je ne calcule pas la vie pour qu'elle ressemble à ce à quoi j'aimerais qu'elle ressemble. Mais c'est les meilleurs humains, ces gens-là. Et ils sont pas nombreux. Non. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas des masses. Ah, ils sont pas des masses, pas du tout. Comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Comme une bonne personne... en fait, j'aimerais pas disparaître, c'est-à-dire ne plus être de ce monde, avec l'idée en tête que quelqu'un m'en veut. J'aimerais pas. Moi, j'aimerais bien partir et que tout le monde se dise ah ouais non lui, c'était quelqu'un de bien. Voilà. Et du coup, est-ce que t'es ce qu'on appelle people pleaser? Est-ce que t'essayes de plaire à tout le monde? Ouais. Parce que t'as pas envie que les gens ne t'aiment pas. Honnêtement, j'ai déjà essayé à travers ma carrière, mais ça marche pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Je sais plus quel rappeur, je crois que c'est Youssoupha qui dit ça. Dieu ne fait pas l'unanimité. C'est pas nous, on va faire l'unanimité. Ouais. En gros, c'est ce qu'il a voulu dire, mais je me souviens plus c'est quoi la punchline exacte. Et en fait, depuis que je suis dans un mode où je ne veux pas plaire à tout le monde, bah, je plais encore plus aux gens à qui je plais. Ouais. Tu vois? Et le reste, en fait, on s'en fout. On peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. C'est impossible. Je sais pas pourquoi on veut. Enfin, c'est humain, j'imagine, mais... C'est humain. En fait, je prends souvent la métaphore du chocolat, tu vois. Je sais pas quel est ton chocolat préféré, mais ça se trouve, t'aimes le chocolat blanc, et moi j'aime le chocolat noir. Ouais. C'est pas le chocolat le problème. Tu vois, c'est nos goûts. C'est les goûts, ouais, c'est les goûts, et voilà. C'est les goûts, ouais. T'as dit dans une interview, à l'époque, je me sentais incompris. J'en voulais au monde entier, sans forcément savoir pourquoi. Je pense que tu parlais de tes années ados, les débuts de la section. Les tout débuts. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à savoir pourquoi tu avais cette colère? L'envie de percer, peut-être. Tous les gens autour qui ne croient pas forcément en mes projets, c'est-à-dire devenir musicien. Le mode de vie aussi, parce qu'il y a le mode de vie du quartier où quand tu es dans un quartier, bah, tu es très que avec tes potes. Tu as l'impression que c'est toi et tes potes contre le reste du monde. Alors que c'est une bulle totale. T'as l'impression que même quand ton père il te parle, il te veut du mal, alors qu'en vrai de vrai, il te conseille, il te donne des vrais conseils. Et c'est l'adolescence, je pense. Ouais. C'est l'adolescence. C'est un moment où tu comprends pas le monde, où tu te comprends pas toi-même finalement même. Tu vois, où t'es dans un truc, t'en veux à tout le monde, tu sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que tu dirais là à ton fils dans quelques années, quand il débutera l'adolescence? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire, mais de toute façon, mon fils, il a 11 ans, on dirait déjà un petit ado, ça fait flipper tellement il est mature. Et je pense que je serais dans le même truc que là maintenant. En fait, je veux qu'il me dise tout et qu'il n'hésite pas à me raconter même les situations les plus gênantes, que je serai toujours là pour lui. Je l'accompagne dans tous ses choix, s'il est déterminé. Tous. C'est puissant. Ouais, je l'accompagne dans tous ses choix. Bon, après, s'il me dit je veux sauter par la fenêtre ou tu vois, il y a des limites. Non, ouais, mais c'est là où en effet la communication peut être mais choix raisonnables, je l'accompagne. Un de tes albums s'appelle Éternel Insatisfait. Le deuxième. Et tu partages, tu vois, tu revendiques le fait que tu es un éternel insatisfait. Est-ce qu'on peut être heureux en étant éternellement insatisfait? Ouais, si on fait la part des choses. Si on se concentre trop sur le fait qu'on est justement un éternel insatisfait,
bah là c'est mort. Mais si on arrive à dissocier le fait que bah oui t'es insatisfait, mais à côté de ça il y a des choses qui quand même, genre le sourire de ma fille, bah je suis satisfait en fait, tu vois. Des vacances en famille, je suis satisfait. Un morceau qui marche de fou, je suis satisfait. Mais en fait, éternel insatisfait, déjà, j'emploie pas le terme que pour moi. Je pense que tous les êtres humains, on est des éternels insatisfaits. Sauf Albert. Ouais, sauf Albert. On t'embrasse. Je le connais pas, mais bisous Albert. En fait, je prends souvent l'exemple du boxeur. Un boxeur, il va monter sur le ring. Il va tout faire pour devenir champion du monde, par exemple. Il va devenir champion du monde. Après qu'il ait fini cette étape de champion du monde, bah, il va vouloir rester champion du monde. Et en fait, c'est un truc d'éternel insatisfait. J'ai gagné, mais je veux encore gagner. Et encore, et encore, et encore. Pareil au foot, les joueurs de foot. On a gagné une Coupe du Monde, on en veut une deuxième, une troisième, une quatrième. Nous sommes des éternels insatisfaits. On veut toujours plus que ce qu'on a. Justement, moi, c'est ça qui me questionne. C'est est-ce que ça nous rend heureux, cette mentalité ? D'un côté, je vois bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire, c'est un moteur, en fait. C'est un moteur. Et on peut trouver, je pense, une forme d'épanouissement dans ce moteur. Franchement, je suis très alignée avec ça. Mais je me demande si ça n'a pas ses limites, en fait, notamment quand ça marche pas comme tu veux. Parce que, en fait, limite, si tu as du succès, bon, bah, c'est cool de te dire toujours en effet, je peux aller chercher un peu plus et tout. Mais si on cherche toujours plus, mais qu'on n'y arrive jamais, je pense que ça peut te rendre très malheureux. Bah quoi. ouais, là, dans ce cas-là, ouais, forcément, tu peux... Et comme du coup, c'est facile de se comparer, je sais pas si toi, t'arrives à être exempt de la comparaison, tu vois. Mais même si toi, tu cartonnes, tu vois toujours la personne qui cartonne un peu plus. Bien sûr. Qui fait un peu plus de bruit. Et ça peut venir entacher ton bonheur. Alors que si jamais on se satisfaisait de ce qu'on a, on pourrait se dire, bah en fait, moi j'ai ça, ma musique elle est écoutée, franchement c'est trop bien, et puis tant pis si je fais pas mieux que mon hit, tu vois. Moi c'est ce que je me dis, mais ça dépend des êtres humains encore une fois. Parce que effectivement, si je regarde la carrière de Jay-Z ou tu vois les chiffres qu'ils font les Américains, et bah, si j'ai pas la mentale que j'ai, bah, je vais me dire bah, j'abandonne, j'y arriverai jamais. Mais moi la mentale que j'ai c'est ils ont réussi à faire ça, bah vas-y, à mon échelle, je vais réussir à faire ça. Ouais, et ça me booste. C'est un moteur. Moi, ça me booste de fou. C'est vraiment un boost. J'ai quelques dernières questions pour toi. Vas-y, si jamais tu pouvais me recommander, ou plutôt recommander aux personnes qui nous écoutent, ça peut être une musique, ça peut être un film, ça peut être un livre qui t'a touché, voilà, que t'aimerais nous partager, ce serait quoi ? Un livre, L'Alchimiste. De Paulo Coelho. Ouais. Et je précise que je suis absolument pas lecture, mais ma femme m'a forcé à le lire. Je l'ai lu et je le trouve incroyable. Un film, je dirais La haine de Kassovitz, merci, avec Vincent Cassel, Saïd Tagmaoui et Hubert Koundé. Et tu m'as dit quoi d'autre ? Une musique, ouais. N'importe quelle chanson, n'importe quel album de Michael Jackson. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, t'aimerais entendre qui ? Mon père. Mais tu sais déjà tout, non ? De ton père ? Oui et non. Oui et non. Je sais tout de la vie qu'il a eue avec moi. Ouais. Mais je sais pas tout de sa vie d'avant. Ouais. J'aimerais bien savoir tous les petits dossiers qu'il a pu avoir plus jeune. Ok. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie, wow, c'est une question, c'est une bête de question. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est s'accepter comme on est déjà. Genre vraiment accepter qui on est, peu importe qui on est, et ne pas se soucier du regard des gens. Est-ce que tu as réussi à accomplir ces deux choses ? Ne pas se soucier du regard des gens, j'y travaille encore, un peu. Ouais. Mais sinon, accepter qui je suis, ouais, total. Ok. Totalement. Trop bien. Bah merci Alpha pour cette conversation, c'était trop bien. Toi. Franchement, c'était génial. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller streamer ton dernier album, où est-ce qu'on les redirige ? Sur mes réseaux, je suis partout sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, enfin tous les réseaux du monde, j'y suis. Okay. Vous pouvez découvrir, ils peuvent découvrir ce 4e album. Je mettrai ça dans les notes du podcast et puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, c'était génial.